cet après-midi, nous recevons Alexis, je vais le prononcer correctement j'espère, Skowronek, qui est donc à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui est un alumni Subdepub. Son parcours est particulièrement remarquable et c'est pour ça qu'on voulait vous le partager aussi. Nous allons parler métier, action, terrain, évidemment avec lui. Il a été notamment en première ligne sur le sauvetage de Notre-Dame de Paris. Lors de nos échanges préparatoires, Alexis, j'ai senti tout de suite une personnalité bien sûr engagée, très sincère et surtout une grande maîtrise. Je pense que c'est essentiel dans le métier que vous faites. C'est aussi des interventions, donc on a parlé de Notre-Dame, mais c'est aussi sauver des vies au quotidien et vous démontrer une véritable passion pour ce métier. Alexis a effectué sa 3e année en 2013 en communication publicitaire à Subdepub, puis il a enchaîné avec un Master 1 en 2014. Tous ces stages, en fait, Alexis les a réalisés au sein de l'armée de terre. Et sa carrière était en train de se dessiner progressivement. Et il intégrera par la suite l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Alexis, merci d'être avec nous. Merci et donc, beaucoup. Je vais peut-être vous laisser aussi nous partager votre parcours plus en détail, ainsi que vos stages, comme on a vu, qui ont confirmé votre vocation. Expliquez-nous un petit peu comment tout ça est né. Merci beaucoup en tout cas pour tous les compliments que vous m'avez donnés dès le début, mais tout ça, ça vient nécessairement aussi de la formation que j'ai pu recevoir au début et avant ça à Subdepub, et qui, comme vous l'avez dit, s'est terminée en 2014. Donc ensuite, je me suis engagé au titre d'un engagement officier sous contrat dans l'armée de terre, donc plus particulièrement aux écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan, à laquelle j'ai fait ma formation initiale d'officier, donc qui dure environ 6 mois, avant de rejoindre un régiment de génie pour effectuer un stage de perfectionnement, avant ensuite de me spécialiser. Et donc là, c'est la spécialité du génie, et parmi lesquelles on a la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'est cette spécialité que j'ai choisie donc du coup en 2015 pour y arriver finalement en 2016 et donc directement 2 ans à Champéret, à la 5e compagnie d'incendie et de secours, dans le 17e arrondissement où on va retrouver Neuilly-sur-Seine, le 17e, le 8e, un morceau des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Puis j'ai fait 3 ans à Port-Royal dans le 13e arrondissement, en face du Val-de-Grâce finalement, c'est entre Montparnasse et la place d'Italie. Et depuis cet été, pour normalement 4 ans, à Gennevilliers, où je suis en poste d'adjoint, commandant d'unité, et puis normalement, dans 2 ans, commandant d'unité, donc de 3 casernes. Ce qui est quand même pas rien, mais alors on passe de la communication aux sapeurs-pompiers. Au milieu, il y a des stages qui vous ont aussi peut-être conforté dans votre envie de servir. Oui, tout à fait. Donc ces stages, je les ai choisis parce que ils m'attiraient énormément. C'était le bureau de communication et recrutement de l'armée de terre. En fait, c'était en réalité agir pour la campagne de pub de l'armée de terre. Donc c'était s'engager.fr pour moi, pour les autres à l'époque. Et donc du coup, en réalité, ça avait complètement un lien avec la formation que je faisais à l'école, la Subdepub. Donc cette envie de vouloir faire ce stage là-bas est née. J'ai postulé, j'ai pu être accepté. Le travail faisant, j'ai découvert qu'il y avait des opportunités pour pouvoir être recruté selon plusieurs critères. Ça pourrait être officier spécialiste en communication ou autre. Et puis finalement, mon choix s'est tourné vers l'encadrement, donc le commandement. Bien. Vous avez été adjoint de cellule de stratégie et pilotage. Puis, donc, tous ces stages vous ont permis aussi de communiquer sur l'armée qu'on a longtemps appelée la Grande Muette. Alors qu'aujourd'hui, elle communique beaucoup plus. Il faut dire que l'armée est quand même le 4e employeur de France. On a vu un taux de candidature en hausse après les attentats de 2015, jusqu'à 120 000 candidatures qui ont été visées. Et donc, la sélection est quand même drastique. Il y a des tests physiques, des entretiens de motivation, donc ça c'est un... Je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde qui est motivé. Donc d'une certaine manière, en réalité, oui, on va avoir une certaine sélection médicale essentiellement, psychologique également, mais à partir de ce moment-là, on connaît un petit peu les épreuves, elles sont décrites à peu près partout sur Internet, on peut les trouver facilement, et s'entraîner va assez vite. Et puis après, on va tous pouvoir trouver une spécialité qui nous plaît. Il n'y a qu'un seul métier, c'est celui de soldat, mais finalement, il y a tellement de spécialités qu'on va pouvoir réellement trouver ce qui nous plaît. Donc moi, c'était à cette époque le génie, et plus particulièrement la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, si j'arrivais à l'atteindre. Et ça a été chose faite en 2015, donc du coup, c'était vraiment le bon coup, quoi. Donc, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est vraiment un corps d'élite. Et puis, son engagement très fort. Servir donne un sens à sa vie.
Rappelons que quand même la BSPP et les sapeurs-pompiers de Marseille sont rattachés à l'armée. Vous êtes donc des militaires, mais plus largement, être sapeur-pompier, c'est aussi prendre, certes, servir, engager, mais c'est aussi maîtriser, c'est manager. Donc comment ça se passe au quotidien? Alors, juste une toute petite précision, les marins-pompiers de Marseille sont marins. Ils font partie de l'armée française également, mais ils sont dans la marine. Nous, on est vraiment le corps de l'armée de terre. Voilà, donc effectivement, ça fait 210 ans qu'on existe cette année. C'est un engagement qui est très particulier et au quotidien, ça va réellement être du commandement. Donc, au-delà du management qu'on peut entendre assez régulièrement, on va avoir cette partie commandement, aussi parce qu'on a la vie de nos hommes entre les mains. Et donc, une garde, ça va se passer de la manière suivante. Le matin, au quotidien, ça va être la gestion des activités sportives et des activités d'entraînement. Tout ce qui va être s'entraîner pour partir ensuite au combat, donc sur les incendies ou les accidents, etc. Et enfin, également, une autre partie, une autre grosse facette de notre métier, ça va être toute la partie administrative qui va être le commandement dans le service intérieur, gérer la carrière, les cursus de formation de nos militaires. En fait, vous faites plein de choses. En réalité, on a plusieurs métiers, on a plusieurs casquettes, je dirais. Ouais, voilà. Cette envie de vous engager, alors que vous aviez au début un parcours plutôt communication, cet engagement, il y a une tradition familiale, il y a quelque chose qui a été un déclencheur? J'ai une partie de ma famille qui effectivement est passée par l'armée. Mes parents pas du tout, mais c'est vrai qu'une autre partie de ma famille beaucoup, et je pense que j'ai un petit peu baigné dedans. Malgré tout, je me prédestinais pas du tout à ça quand j'ai intégré Sub de Pub, et c'est finalement rattrapé par ce que j'ai pu voir, entre autres dans les médias, à la télé, etc. Et puis certainement par le passé familial que je me suis tourné vers l'armée. Mais pour le coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de vivre et de baigner dans cet univers pour pouvoir le rejoindre. Il y a eu un élément déclencheur, à un moment, vous vous êtes dit, non, c'est vraiment là qu'il faut que j'aide, que je m'investisse? C'est réellement à Sub de Pub, l'envie de servir, de travailler pour les autres et de se dire que finalement, on nous donne beaucoup. Autant redonner un petit peu d'une part à la République, à la France, puis donner aussi à tous ceux qui nous entourent. Et finalement, faire pompier, c'est aider un petit peu les gens tous les jours, quoi. Alors, vous avez des rituels chez les pompiers, on en a parlé lors de notre échange préparatoire. Tous les lundis matins, qu'est-ce qui se passe? Tous les lundis matins, c'est la cérémonie des morts au feu. On rend hommage donc, à ceux qui sont morts au feu sur intervention. Et pour que jamais on oublie leur nom et puis qu'on puisse les mettre en lumière, on les appelle un par un, et un sapeur répondra mort au feu à l'appel de son nom. Juste avant, on monte les couleurs, on hisse les couleurs. Donc ça, c'est le symbole national de hisser le drapeau tricolore en haut du mât, faire résonner la Marseillaise dans la cour de la caserne, rendre hommage à nos morts au feu avant de commencer la journée, et je dirais plus largement la semaine finalement. Et puis c'est aussi l'occasion de dire que tout continue, il y a une éternelle continuation, et on sera toujours là pour nous, et on sera toujours là pour ceux qui sont tombés également, quoi. Oui. Il y a une grande solidarité chez les pompiers? Oui, finalement, on vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble quasiment, ou alors on ne dort pas sur intervention ensemble, justement. Donc effectivement, on est vraiment une grosse famille très soudée. Alors, les sapeurs-pompiers, c'est aussi plusieurs champs d'intervention. Alors, vous allez un petit peu nous expliquer tout ce que vous pouvez être amené à faire. À partir du moment où on déclenche un appel, voilà, on vous appelle au secours. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça... Et les différents relais que vous pouvez Effectivement, avoir. Sur une année, on va avoir pas loin de 1 200 000 appels. Donc, c'est quand même un chiffre qui est extraordinaire. Quand on le ramène au nombre d'interventions quotidiennes, c'est plus de 1000 par jour. Et on va pas faire que du feu. On a l'imaginaire du pompier qui va faire de l'incendie, mais en réalité, on va faire tout un panel d'interventions. 80% de notre travail, ça va être du secours à victimes déjà. Donc ça va être se rendre sur des interventions où les gens ont des problèmes physiques directement. Ça peut être des accidents personnels, ça peut être des accidents domestiques ou autres. On va faire des accidents de la circulation. On va également faire de l'incendie, qui finalement représente un peu plus de 3% de notre activité, et puis ensuite de la protection des personnes et des biens. Voilà, ça pourra être la gestion d'inondations importantes, etc. Voilà, ça va être ce type de métier. Donc on a un panel très large d'interventions qu'on complète aussi par des formations en interne, tous les jours au quotidien, sur comment devenir meilleur, comment se tenir à jour des dernières nouveautés, etc.
Et en fait, oui, vous parlez de formation, c'est extrêmement important parce que j'imagine que les comportements aussi peuvent évoluer, la façon de la peur aussi qu'il peut y avoir, on a eu des attentats, voilà. Et donc, vous êtes appelé à travailler aussi toute cette gestion du stress, parce que généralement, quand on fait appel à vous, on est inquiet, angoissé, stressé. C'est pas facile d'avoir du discernement pour calmer la personne et avoir des informations. Comment ça se gère, ça, dans les formations et au quotidien? C'est vrai qu'on a tendance à dire que on arrive dans l'extraordinaire des gens. Et notre métier commence là où la peur des autres débute, va trop loin. Donc d'une certaine manière, on doit s'armer d'une grande sérénité et de beaucoup de calme pour pouvoir gérer ces interventions-là. On va l'apprendre déjà avec des formations interservices. Au fur et à mesure du cursus d'avancement, on va pouvoir échanger avec des modules de la police nationale, avec une partie médicale, donc le corps médical qui lui-même est présent chez les sapeurs-pompiers de Paris, avec des médecins, des infirmiers, etc. Et puis finalement, en interne également, au fur et à mesure des sensibilités de chacun, développer nos sens de la négociation parfois vis-à-vis d'une personne qui pourrait être tentée de vouloir se jeter dans le vide ou se faire du mal. Notre côté aussi de bienveillance finalement qu'on a nécessairement, parce que sinon on ne choisirait pas ce métier. Mais voilà, au-delà de ça, on va développer nos techniques avec tout cet arsenal de possibilités. Il y a un gros travail de psychologie aussi qui est fait Oui. en fonction des personnes, parce que travailler avec des personnes âgées, des personnes seules ou des enfants, faire dire j'ai mal ou je me sens pas bien, enfin chacun un peu... Finalement, ce côté psychologique, je pense qu'on l'a tous, mais on l'a tous, qu'on soit pompier ou non. Et on le développe plus ou moins. Chacun, en fonction de ses compétences et de son activité, va développer certains côtés. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on développe énormément. Et je dirais même, on le développe aussi pour nous, parce que certaines interventions sont vraiment pas évidentes. Quand on va faire des interventions qui vont nous rappeler quelque chose qu'on potentiellement pourrait avoir vécu, ou autre, ou des interventions qu'on n'a pas encore vécues et qui sont inédites, on va en parler entre nous, on va débriefer entre nous. Et finalement, c'est aussi ça, notre part de management ou de commandement, c'est de pouvoir revenir sur des événements passés, quoi. Oui, et puis sans doute aussi vous sortir un petit peu, parce qu'on ne peut pas rester insensible à un événement marquant, ou voilà, on peut être touché aussi, comme vous le dites. Il y a un moment où on arrive un peu à reprendre le dessus soi-même, enfin se retrouver aussi et se dégager un petit peu de ces interventions qui peuvent être parfois très difficiles. On parlera peut-être tout à l'heure un peu des attentats ou autres. Comment on arrive un petit peu à maîtriser tout ça? Fort heureusement, physiquement, Protéger. déjà, on peut faire la part des choses, puisque certains jours on travaille, certains jours nous ne travaillons pas. Donc déjà, les jours où on ne travaille pas, l'important c'est de faire complètement autre chose. On garde fatalement, comme un petit peu tout le monde, à l'esprit ce qu'on fait dans la vie. Donc bien sûr, il y a ce côté-là, cette dimension-là. Mais je dirais que le côté intervention n'est pas présent tous les jours. Chez nous, il va être présent une douzaine de fois par mois. Le reste va être du travail administratif et des jours de repos, comme tout un chacun. Mais déjà, ces jours de repos-là, on peut les mettre de côté. Ensuite, les jours où on travaille sur intervention, on a véritablement un marquant où, quand la sirène sonne et où on doit partir sur intervention, notre cerveau bascule. Et là, on rentre dans un mode où on part sur intervention, on se concentre, on intellectualise la chose, on récupère notre ordre de départ sur lequel les informations sont marquées. Et une fois que c'est fini, on met ça de côté. On le conserve éventuellement si vraiment il y a eu des particularités ou autre, mais sinon, on le met de côté sans que ça puisse nous atteindre. Et c'est là-dessus qu'on va aussi travailler. Donc c'est, je dirais, du développement personnel, du développement psychique, intellectuel, psychologique, effectivement, comme vous disiez. Donc on travaille aussi personnellement là-dessus. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué dans le secours à la personne? Dans le secours à la personne, je dirais que c'est un accouchement. J'ai eu la chance de faire 2 accouchements. C'est quelque chose qui, quand ça se passe bien, globalement, est une des plus belles interventions qu'on peut faire, parce que finalement, personne ne va mal. Mais cette fois-là, ça allait très très bien. Et c'est un accouchement qui s'est passé dans le 17e arrondissement, avenue de Wagram, et à l'angle avec la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et donc du coup, une dame a accouché dans un taxi. Et finalement, le couple a décidé d'appeler son enfant Honoré, puisqu'on était rue du Faubourg Saint-Honoré. Et c'était un petit peu le clin d'œil de cette naissance un petit peu inopinée, et qui n'aurait pas dû se passer ici. Mais finalement, c'est un événement marquant qui restera toujours, et puis qui finalement s'est bien déroulé, c'est bien fini. Oui, donc ça demande quand même aussi une coordination avec le médecin qui vous accompagne, pas paniquer non plus. Le médecin qui ne nous accompagne pas dès le début, parce que le médecin, il vient de beaucoup plus loin.
nous, on va être déclenché, notre maillage géographique va faire qu'on va défendre vraiment un petit secteur. On va avoir énormément de moyens, ce qui va nous permettre de réaliser énormément d'interventions, d'être là, grosso modo, en 8 minutes sur intervention à chaque fois que les gens nous appellent. Là où les médecins vont être, eux, un petit peu moins nombreux, ce qui est normal, et puis il y a un petit peu moins d'interventions ultra graves qui nécessitent leur présence. Donc les premiers moments sont véritablement avec nous et uniquement nous. Donc ça va être commander mes équipiers pour qu'ils puissent réaliser les bons gestes, réaliser la sortie du bébé, ensuite venir clamper le cordon ombilical, venir emballer le bébé, etc. pour que tout aille bien pour lui. Donc oui, effectivement, ça va être de la coordination, de la gestion, de l'organisation. En réalité, on est vraiment, je dirais, au niveau chef d'orchestre de quelqu'un qui pourrait être dans la musique, mais véritablement, c'est aussi ça notre métier, c'est savoir organiser et travailler en équipe. Alors, on va parler d'un temps fort de votre carrière. Vous avez participé au sauvetage de Notre-Dame. Vous avez été en première ligne. Vous avez expliqué un petit peu comment tout ça s'est passé, comment on prend une décision. Le chef de l'État était aux commandes aussi. Vous allez nous détailler tout ça. Vous étiez de garde ce jour-là ? J'étais de garde ce jour d'avril 2019, effectivement, à la caserne de Port-Royal, dans le 13e arrondissement. Et nous avons été déclenchés un petit peu après le départ des secours, puisque ce n'était pas mon secteur, c'était le secteur d'à côté. Et avec les demandes de renforts successives qui se sont passées, on a été amené à obtenir des missions qui étaient celles de protéger les tours, et plus particulièrement la tour nord, le beffroi nord, de l'effondrement, et donc d'éteindre l'incendie qui s'était déclaré, qui s'était propagé d'ailleurs, depuis la toiture jusque dans cette tour. Alors vous avez été appelé, une fois que vous êtes retrouvé sur place, évidemment les médias ont beaucoup relayé. Il y a eu plusieurs films qui ont été réalisés après. Souvent on montre aussi ce moment de décision qui est important parce qu'il faut sauver le patrimoine. Vous êtes les hommes en première ligne, c'est sauver périr. Et donc là, vous êtes non pas dans le sauvetage de l'humain, mais quasiment, il faut protéger, éviter l'effondrement, les risques que cela peut engendrer aussi, j'imagine, juste à côté. À partir du moment où on a fait appel à vous pour partir avec une équipe, comment ça s'est passé et comment on vit ça aussi de l'intérieur ? Parce qu'il y a quand même une pression assez folle et puis je pense qu'on a un objectif. D'une certaine manière, déjà, on va avoir une mission qui va concerner à protéger les personnes, mais également les biens. Donc que ce soit un édifice, que ce soit des gens, véritablement, notre implication va être la même. Ce jour-là, c'est vrai que c'était très particulier, puisque on ne pouvait pas s'imaginer que Notre-Dame allait brûler. Donc coup de malchance, ça a été le cas. On arrive directement sur le parvis. À ce moment-là, il n'y a pas encore énormément de médias. Ça brûle, il n'y a pas beaucoup de monde. On passe un premier cordon de badauds, puis un premier cordon de policiers. Puis finalement, on se retrouve sur ce parvis où le véhicule poste de commandement donne des ordres. Donc on va se rapprocher de ce véhicule. On va aller prendre nos premières missions. Et là, donc, on m'attribue un secteur géographique. Donc directement à partir de la façade, monter à partir d'un escalier bien précis jusqu'à la terrasse du premier niveau, puis dans les tours. On va me donner une mission à accomplir. Donc là, ça va être très clairement lutter contre la propagation de la toiture jusque dans les tours. Et là, l'idée, c'est d'organiser ces missions avec ces hommes. Donc là, on était 6 en tout. 5 à monter là-haut. Le dernier étant mon conducteur qui, lui, reste à l'engin pour nous amener de l'eau. Et donc, l'idée, ça va être d'organiser très rapidement. On n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, finalement. On a la montée d'un escalier qui, certes, fait plusieurs dizaines de marches, mais qui, finalement, monte assez vite. Et très probablement. Qui est étroit, qui est sinueux. Voilà. On a une terrasse qui est relativement étroite aussi, sur laquelle on ne peut pas passer à deux de front. Mettre en eau nos premiers moyens. Donc ça va être déjà trouver quels sont les bons endroits pour pouvoir manœuvrer nos lances directement sur les flammes. Se rendre compte au fur et à mesure que les flammes grappillent du terrain, puisque malheureusement l'incendie est très important. Être engagé, désengagé, réengagé pour des questions de sécurité, parce qu'on a pensé plusieurs fois que la cathédrale pouvait s'écrouler, avec notamment l'effondrement de la flèche, etc. Et finalement, enfin, dernier engagement au plus près des tours, dans la tour nord, qui va nécessiter plusieurs heures aussi de travail, puisqu'on était très peu nombreux. Finalement, on était 3 engins, je dirais, donc environ une vingtaine de personnes, réparties dans les 2 tours et sur la terrasse. Et finalement, c'est à partir de ce moment-là que le général avait décidé d'envoyer avec le président de la République le minimum d'hommes possible sur une mission qui durait potentiellement 30 minutes. Et si ça passait, tant mieux. Si ça passait pas, on aurait essayé. Finalement, l'histoire nous a donné raison. Les mecs ont si bien bossé que j'imagine que Sainte-Barbe également nous a un petit peu protégés. C'est la sainte patronne des pompiers
et plus particulièrement des pompiers de Paris, et des professions qui touchent au feu. Et donc du coup, on a finalement réussi à venir à bout de ce sinistre en ce qui nous concerne dans les tours. Puis au bout de plusieurs jours sur cet édifice au total, quoi, qui aura nécessité plusieurs centaines de pompiers de Paris sur plusieurs jours. Comment ça se coordonne? Parce qu'en fait, on a plusieurs casernes qui arrivent et il faut que tout ça soit enfin, c'est millimétré finalement. Dans l'urgence, il faut rester maître de tout, avec un bâtiment qui peut s'effondrer d'une minute à l'autre, protéger voilà, l'environnement, les badauds aussi, je pense, à maîtriser. Vous, quand vous êtes monté, vous vous êtes senti aussi responsable de cette mission en disant quand même, je suis dans l'édifice qui est voilà, le patrimoine de la ville de Paris, qui représente beaucoup de choses. J'imagine que quand on monte là, on réfléchit à la technique, mais en même temps, il y a un enjeu fort, non, sur soi. Je dirais qu'on n'y réfléchit pas tout de suite. On s'en rend compte souvent à la fin, vers plutôt la fin de l'intervention. Au début, ce qui nous facilite la vie, c'est déjà qu'avec notre formation militaire, nos ordres, nos cadres d'ordre qui en découlent, on a une certaine façon de faire qui fait que tout est séquencé selon les processus qu'on a appris, selon nos règlements. Et on va faire en sorte de retranscrire ce qu'on a appris. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on s'adapte. C'est aussi beaucoup question d'adaptation. Finalement, comme dans tout métier, on va tenter des choses, on va faire des choses qui sont parfois un petit peu inédites, on va faire des choses qui sont à la fois nouvelles, mais qui à la fois se raccrochent à des choses qu'on connaît. Voilà. Cette idée, déjà, c'est de mettre en œuvre nos règlements, mettre en œuvre nos savoir-faire. Une fois qu'on a passé cette première barrière-là et qu'on se voit que certaines choses ne sont pas possibles, on a mis en place des choses qui n'existaient pas, des choses inédites, qui finalement ce jour-là se sont avérées être payantes, puisque on a réussi à tous ensemble sauver cet édifice, qui, quand on arrive à la fin de l'intervention, se rendre compte que cet édifice, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un simple bâtiment abandonné, c'est véritablement une part, un pilier de l'histoire de France finalement. Donc oui, là on s'en rend compte, on est en haut des tours, on voit tout Paris éclairé qui d'une certaine manière nous regarde. Oui. Quand on rentre chez nous, on s'est aperçu que le monde entier nous avait vus. Finalement, nous, on ne savait pas du tout ça, mais effectivement, ce qui se passe de manière anodine assez régulièrement dans Paris et en proche banlieue, finalement, peut se répéter de manière très désastreuse et beaucoup plus médiatique aussi de temps en temps, quoi. Oui, donc ça, c'était quand même un moment, un temps fort. Et puis, heureusement, je dirais, et pas d'hommes blessés, pas de pertes humaines aussi, dans ce sauvetage qui était quand même phénoménal. Enfin, c'était grandiose aussi. Alors, donc, on a aussi un autre élément sur lequel vous êtes en position et qui font aussi malheureusement l'actualité aujourd'hui, les attentats. Ce sont des épreuves aussi que vous pouvez vivre. Les hommes du feu sont amenés à travailler sur des scènes d'horreur, des situations de guerre. Ces circonstances demandent aussi un autre sang-froid. Enfin, il y a le feu et puis il y a l'individu. Il y a des prises de décision, là aussi, qui sont assez fortes. Vous m'en aviez parlé. Tous ces événements dans lesquels vous êtes amenés à intervenir, comment se passe la coordination entre les différents corps? Parce qu'on apprend aussi de ces moments particuliers. Le feu de Notre-Dame, ça pourrait arriver aussi dans un musée, ça pourrait arriver n'importe où. Et puis là, on est sur un terrain de guerre. Du jour au lendemain, on passe à autre chose. Comment tout ça se coordonne? Parce qu'il faut travailler avec la police. Bon, il y a les pompiers, il y a le SAMU, j'imagine. Enfin, il y a plein... Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est encore une autre dimension. Donc moi, je n'ai pas participé aux attentats puisque je n'étais pas encore à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en 2015. Malgré tout, c'est quelque chose qui est très ancré dans nos savoir-faire dès lors, qu'il l'était déjà à l'époque, mine de rien. Mais finalement, selon nos spécialités, on va pouvoir se retrouver directement en première ligne, au plus proche des hommes qui vont être des hommes des forces de l'ordre. On peut être amené à être en immédiate seconde ligne, donc récupérer les blessés une fois qu'ils ont été extirpés de ce champ de bataille, je dirais, si jamais on parle d'une tuerie de masse comme on a pu le vivre. Mais ça va être surtout une synchronisation interservice. Donc là, on réalise énormément d'exercices ensemble. On va réaliser beaucoup de formations où on va pouvoir travailler avec la police nationale, avec les unités spécialisées des forces de l'ordre, avec les forces sentinelles, avec le SAMU, les moyens associatifs, qui eux-mêmes vont être engagés d'une certaine manière pour aller faire les norias les plus lointaines envers les hôpitaux, potentiellement les hôpitaux de campagne, ou de province plutôt. Mais effectivement, on va travailler sur l'année, sur différents cycles qui vont nous permettre d'aborder toutes ces thématiques et toutes ces spécialités, toutes ces spécificités, je dirais, qu'on peut retrouver dans nos interventions
qui ne sont pas toujours anodines, effectivement. Et ça amène aussi tous ces corps de métier, finalement, peut-être à prendre acte de ce qui s'est passé, de dysfonctionnement, et d'améliorer aussi les performances pour être encore meilleur ou plus performant, plus rapide, ou mieux coordonné encore sur les prochaines interventions. L'idée, c'est de réellement travailler en synergie. Donc on va réussir à choper le meilleur les uns des autres. Eux vont nous donner leurs bonnes pratiques. Nous, on va se rendre compte sur certaines interventions que ce sont eux les leaders. Sur d'autres interventions, comme les incendies, ce sont nous les leaders. On est les commandants des opérations de secours. Donc c'est nous qui commandons et eux sont à notre service. Sur une intervention où eux sont leaders, on va être à leur service, directement à leurs ordres. Donc voilà, c'est toute cette synchronisation, organisation, encore une fois. Finalement, on s'y retrouve encore une fois dans notre métier. C'est beaucoup d'organisation. Oui, c'est ça, parce que vous me disiez, par exemple, s'il y a quoi que ce soit dans une rame de RER, c'est 1000 personnes qui se déversent, il faut tout gérer, puis les personnes aussi, la panique. Voilà, potentiellement les lieux qui accueillent du public, ou les lieux publics par essence même, que ce soit une gare, une salle de spectacle, ou encore de la rue directement. C'est vrai que toutes les possibilités sont présentes, tous les endroits où on va pouvoir évoluer sont différents, mais c'est aussi pour ça qu'on apprend et qu'on se forme sur toutes les facettes de ce métier qu'on va retrouver, et pas uniquement sur un canevas type qui va être toujours le même, quoi. Alors on va parler aussi, la brigade des sapeurs-pompiers, ça reste souvent un univers très masculin, donc on va voir un petit peu ensemble quelle est la place des femmes aujourd'hui dans les brigades de sapeurs-pompiers. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, je crois que vous avez été commandé aussi par une femme, Oui. comment aussi les femmes sont accueillies et quelle est leur volonté aussi aujourd'hui. Je pense qu'elles sont peut-être un peu plus nombreuses aujourd'hui à tenter d'entrer dans ce corps d'élite. On est à peu près 8500 pompiers de Paris désormais. Il y a un taux de féminisation qui est de 3,5%, ce qui est en soi un petit peu en deçà de la moyenne armée de terre, mais qui finalement tente à augmenter. Et comme vous le disiez, j'ai été commandé par une femme qui était capitaine à l'époque où j'étais jeune lieutenant, et avec qui ça s'est très bien passé. Donc finalement, en fait, c'est pas, je dirais, le sexe qui fait le fait que quelqu'un soit bon ou pas. C'est surtout sa façon de travailler, sa pédagogie, surtout en tant que lieutenant qui apprend de son capitaine. Et puis maintenant que je suis presque à sa place, ça va aussi être d'accueillir tous les sapeurs, quels qu'ils soient, que ce soit une femme ou un homme, et de le tirer vers le haut, toujours plus haut. Donc voilà, ça c'est l'idée qu'on a, on n'a pas des femmes et des hommes, on a surtout des sapeurs-pompiers de Paris. Maintenant, ils ont tous leur spécificité. Et l'avantage d'avoir parfois des hommes, c'est qu'ils vont être plus à même de faire certaines missions. Et l'avantage d'avoir aussi des femmes, parfois, ça va être qu'elles vont être plus à même de faire certaines missions. Et particulièrement quand on va travailler avec des gens sur intervention qui vont être des femmes victimes de leurs interventions sur lesquelles on va, c'est parfois aussi plus simple d'avoir une femme qui va discuter avec un homme. Le rapport va peut-être être un petit peu plus différent. Donc oui, en fait, on a besoin de tout le monde. Il faut quand même un certain physique. Il faut avoir un entraînement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Difficile. Et comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, il y a de la place pour tout le monde, pour peu qu'on soit motivé. On sait que c'est engageant physiquement. Si on se prépare, et puis finalement, après, ça vient aussi avec le temps. C'est-à-dire qu'on arrive avec une certaine base. Cette base, on va l'améliorer. On est là pour travailler tous ensemble. C'est pour ça qu'on fait du sport tous les jours de garde du moins. Et puis, c'est pour ça qu'on va continuer d'entretenir nos capacités physiques et mentales. Elles sont de plus en plus présentes, elles sont de plus en plus candidates. Vous voyez ça un petit peu arriver ou... Oui, on en a toujours de plus en plus qui se présentent et qui sont intégrés dans nos compagnies. Finalement, c'est quelque chose qui est tout à fait normal maintenant. Là où il y a peut-être quelques dizaines d'années, c'était un petit peu novateur, puisqu'il n'y a pas toujours eu des femmes à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Maintenant, c'est quelque chose qui est commun. Voilà, alors tout est fait pour que ça se passe bien également. Hein. On fait en sorte que tout soit normal finalement. Et finalement, ça l'est. Donc, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en dire beaucoup plus. Alexis, vous pouvez nous dire un petit peu tout ce que vous portez là, parce qu'il y a plein de choses sur votre chemise. Il y a certaines choses qui sont parce qu'on les a tous, donc comme notre insigne, notre pucelle qui représente la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou cette fourragère qui est le signe de reconnaissance d'avoir reçu de manière globale à la brigade trois récompenses. Et puis ensuite, il y a certaines décorations personnelles qui sont soit le fruit d'actions passées, ou alors de commémorations, comme
une médaille pour Notre-Dame, effectivement. Là, vous avez la médaille de Notre-Dame, c'est ça? Celle-ci. C'est celle-ci, d'accord, oui, parce qu'il y a effectivement plusieurs écussons. Puis, là, ça va être un stage commando que j'ai pu effectuer quand j'étais en école, aux écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Là, c'est notre brevet en fonction de notre niveau. Si on est chef d'agré du véhicule de secours à victimes, qui va être l'ambulance, chef de garde, ou alors ensuite, pendant des opérations de secours. Et les barrettes. Voilà. Les barrettes qui, elles, sont des fourreaux d'épaule qui représentent notre appartenance au génie avec la cuirasse et le pot en tête qui sont en haut. Et moi, 3 barres horizontales qui sont la marque du capitaine, l'insigne de grade. Alors en fait, je devrais vous appeler mon capitaine à chaque fois. Capitaine, effectivement, c'est comme ça que. D'accord. Si certains étudiants étaient tentés de postuler pour des missions de communication, par exemple, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile, ou il faut être issu du rang ou pas? Bien sûr, il y a la possibilité de le faire comme moi j'ai pu le faire lorsque j'étais à Sup de Pub, pendant ces 2 belles années de fin d'études. Il y a plein de stages qui sont disponibles dans les armées. Il y en a qui sont disponibles plus particulièrement dans l'armée de terre, et également de temps en temps des stages à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Il y en a surtout aussi dans les métiers de la communication, parce que ce sont des métiers qui finalement sont des spécialités vraiment particulières, dont beaucoup ne sont pas au fait ou beaucoup ne sont pas préparés dans les armées. Ça arrive souvent en deuxième partie de carrière, ou alors pour certains en première partie de carrière parce qu'ils se sont spécialisés directement. Donc il y a la possibilité de faire des stages et il y a la possibilité d'être recruté aussi à l'issue de ces études. Ça se passe comment? Il y a des concours, on peut postuler parce que c'est la candidature spontanée. Comment ça se passe? Si par exemple on est attiré par un corps d'État ou par les sapeurs-pompiers, peut-être qu'on a des étudiants qui sont engagés, soit volontaires, voilà. Pour d'autres, ça peut peut-être donner envie aussi. Ouais. C'est pas forcément des corps auxquels on pense, mais ce sont des corps qui communiquent aussi. Tout à fait. Qu'on soit pompier volontaire ou non, d'ailleurs, on accepte tout le monde. Pour quelqu'un qui voudrait être militaire du rang, qui va correspondre le plus souvent à un parcours d'études un petit peu plus petit, on peut se présenter jusqu'à 25 ans. En revanche, pour être officier, comme je l'ai été directement après mes études, c'est jusqu'à 29 ans, et même un petit peu plus dans certains cas. Et donc là, si on suit ma branche, oui. Celle que j'ai réalisée, moi je me suis engagé à l'issue de mes études, donc à 23 ans et demi. Mais certains de mes camarades avaient déjà une expérience professionnelle avant. J'ai même des camarades qui avaient bossé pour l'annonceur ou en agence et qui se sont retrouvés ensuite à faire le même métier que moi. Et du coup, on va passer des tests qui vont être tous ces tests médicaux, psychologiques, sportifs. Avoir ensuite des entretiens individuels. Un jury va permettre de nous évaluer sur notre parcours et sur nos motivations. Et ensuite, si on est accepté, directement rentrer dans le cursus de formation qui est celui que j'ai fait. Après, il va y avoir d'autres possibilités qui vont être celles d'officier spécialiste, par exemple. Et là, l'officier spécialiste, il peut être spécialisé en RH, spécialisé en finance, mais aussi spécialisé en communication. Et tous les ans, il y a des postes dans les armées pour les jeunes qui sont plus étudiants, qui viennent de finir leurs études, ou alors qui ont eu un parcours déjà professionnel et qui voudraient malgré tout avoir cette expérience que propose l'armée, qui est une expérience relativement inédite, puisque on peut être amené comme nous à être déployé sur des feux, mais pour nos camarades dans l'armée de terre en vert, eux à être déployés en opération extérieure. Et donc du coup, véritablement, apporter cette spécialité qu'on a au cœur des armées, et donc devenir le porte-parole d'un officier supérieur directement sur opération, être le gestionnaire d'une campagne de communication comme celle de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, ou alors directement chez nous si jamais un poste de stagiaire se présentait, et puis finalement, à terme et au gré des mutations, potentiellement arriver chez nous pour être la communication de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. J'imagine qu'aussi la prise de parole, elle est quand même très maîtrisée, faut faire attention, faut pas non plus, quand on parle avec les médias, affoler, mais dire les choses telles qu'elles sont, être très pragmatique. Il y a des cellules aussi de communication qui maîtrisent tout ça, et comment ça se passe? Bien sûr, on a un bureau communication qui est composé de plusieurs hommes et femmes. D'ailleurs, c'est une femme qui est à sa tête en ce moment, c'est lieutenant-colonel Claire Bouette. Et donc, du coup, ce bureau, lui, va être assujetti à toute la relation presse, la relation média, d'une part. Donc ça va être une partie de son travail. Va également faire de la présence pour tout ce qui est veille média de la brigade, des pompiers en général, etc. Va être présent sur les salons
pour pouvoir faire du recrutement, etc. Et puis finalement, en fait, toute cette synergie va les amener aussi de temps en temps à se déplacer sur des interventions qui peuvent être médiatisées pour pouvoir parler directement en tenue de feu aux médias et leur donner les indications sur ce qui est en train de se passer. Parce que les médias vont arriver de suite, il faut quand même être capable de prendre la parole assez vite. Et en même temps, qu'elle soit bien maîtrisée. Avec tous les éléments dont ils disposent. Et, et finalement, c'est tout comme nous, on va éteindre un feu dans une situation d'urgence, eux vont devoir communiquer dans une situation d'urgence également. Alors, en fait, avant d'accueillir Julie, notre community manager, on va regarder en images une rétrospective de l'année 2020 que vous avez bien voulu nous partager en vidéo. Et on va voir un petit peu l'ensemble des actions que vous avez pu mener le temps que Julie nous rejoigne. Nous sommes en guerre et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes une unité opérationnelle. Nous avons vocation à protéger le secteur dans lequel on est implanté. Ça fait 209 ans qu'on le fait et hors de question de ne pas être là en ce moment à ce rendez-vous où nos concitoyens nous attendent. Même si nous sommes en crise, il y a aussi une vie courante qui continue. Il y a aussi un risque courant qui s'exerce et on doit lutter pour abaisser le niveau de risque. Vous me pétez rapidement les portes du niveau. Son appartement commençait à être enfumé. Et monsieur, le feu, il est sur le balcon. Elle était au-dessus du foyer, au-dessus du feu. Il fallait justement qu'on reste avec elle en ligne. Non, je vous en supplie, il faut qu'ils viennent me chercher, je vous en supplie. Alors, on a vu des images extrêmement impressionnantes dans cette vidéo, même des photos qui ont été montrées tout à l'heure. Vous étiez vous-même en intervention. Je pense que tout ça mérite aussi de laisser un peu la parole à nos étudiants qui doivent avoir certainement pas mal de questions. Oui, on a reçu pas mal de questions. Donc, on va commencer avec la première qui est de Selena et Pierre. Est-il compliqué d'allier vie privée et vie professionnelle ? Finalement, non, pas tant que ça. Je dirais que c'est un petit peu comme tout le monde. On fait la séparation le soir quand on rentre chez nous. Alors, on rentre pas tous les jours parce que forcément, moi, en tant qu'officier, j'habite sur ma caserne. Mais finalement, les jours où je suis repos, je fais ce que tout le monde fait quand il est repos. C'est-à-dire des activités, des sorties, du sport. Depuis qu'en plus, les restrictions se sont un petit peu calmées, je peux aussi même aller au restaurant et partager de gros moments avec ma famille et mes amis. Donc oui, on fait cette distinction quand même. Et puis, on a des vacances. Donc ça se passe bien. Ok. Deuxième question de Mathis. Comment gérez-vous la montée de l'extrémisme au sein de l'armée, en particulier vers l'extrême droite ? Ça, je dirais que j'ai pas nécessairement d'avis sur la question, d'autant plus que c'est pas à moi d'en parler, mais plus éventuellement au bureau communication si jamais il désirait le faire. Ok. Question de Pauline. Que pensez-vous de la loi Matras qui sera votée jeudi pour un numéro d'urgence unique ? C'est quelque chose qui va nous rapprocher potentiellement d'une synergie où on va encore plus travailler au même endroit. On travaille déjà pour certains au même endroit. La plateforme d'appel police et pompiers est déjà rassemblée. Peut-être que dans un futur proche, on travaillera encore tous plus au même endroit et je pense que ça ne peut être que bien pour... On peut en profiter pour rappeler le numéro. Bien sûr, c'est le numéro 18 pour les pompiers et 112 pour le numéro européen. Très bien. Question de Mathilde. Comment faites-vous face aux agressions qui ne cessent d'augmenter lors de vos interventions ? Votre métier a-t-il changé ? Finalement, on jouit quand même d'une bonne image, celui du sapeur-pompier de Paris. On n'est pas là pour faire du mal aux gens, comme beaucoup de gens. Je pense que personne n'est là pour faire du mal aux gens, quasiment. Donc nous, on est là pour aller se porter secours à ces personnes-là. Et finalement, ça se passe très bien sur intervention.
on arrive à bien bosser dans notre environnement de travail et c'est appréciable. Question de Inès, quel est votre programme sportif? Notre programme sportif, Quel est votre secret? ben, je dirais que le matin, ça va être essentiellement du travail de fond, donc essentiellement tout ce qui est course à pied et natation en fonction des jours. Et puis le soir, ça va être du travail un petit peu plus athlétique et de renforcement musculaire avec un petit peu de musculation, un petit peu de gymnastique qui vont nous permettre également de pouvoir faire une formation complète. Sans oublier un petit peu de temps en temps du sport co, parce que c'est quand même sympa. Alors, question de Clara, comment faites-vous pour vérifier l'état psychologique des candidats? Des candidats au recrutement, Oui. eh ben ça, il y a des cellules psychologiques qui sont spécialisées, dont c'est le métier. J'en parlais tout à l'heure, on peut être officier communication, officier RH, ben on peut être officier psychologue, et ben, du coup, eux sont à même de pouvoir évaluer les profils des candidats. Parce que c'est vrai qu'au moment des attentats, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu s'engager. Et donc, il y a eu beaucoup de sélection aussi des candidats, que ce soit un engagement qui soit profond, qui soit sincère, et non pas juste vengeresse ou autre, parce que c'est ça aussi la difficulté. Et ça a éliminé quand même un certain nombre de candidats. J'avoue que je n'ai pas les chiffres, mais voilà, ça a certainement dû faire important. une sélection, bien sûr. Oui. Et dernière question, celle de Oran. Vous parlez de solidarité, de grande famille. Comment expliquez-vous que de jeunes sapeurs-pompiers de Paris ne supportent pas l'intégration dans les casernes et quittent définitivement ce métier? On parle de bizutage. J'imagine qu'en réalité, d'une certaine manière, il y a des gens qui ne sont pas là où ils pensaient être. Et après, de cette manière, certains vont partir, comme dans toute entreprise privée. Finalement, certains vont démissionner et potentiellement partir. Maintenant, moi, dans ce que je vois dans mes casernes, à chaque fois, ça se passe très bien et j'ai jamais eu de soucis. Et pour être adjoint de 3 casernes maintenant, ça se passe très bien et j'ai pas de soucis avec ça. Donc, Comment on envisage la suite? Quand on est pompier, on est sur le terrain. Il y a un moment peut-être, il y a peut-être soit une tranche d'âge ou un moment où on désire faire autre chose. C'est quoi la suite qu'on peut envisager? Après Alexis, par exemple, sa carrière au total, faudra voir ce que l'avenir nous réserve. Mais si un jour je quitte la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à l'issue de ma carrière, peut-être que je retournerai à ce que je faisais déjà avant, parce que ça me plaisait déjà. Donc oui, pourquoi pas. Et puis je pense que c'est une très belle reconversion aussi. Mais ça, pour l'instant, je suis très bien là où je suis. Et en fait, la part entre la formation, parce que vous faites quand même beaucoup de pédagogie, vous êtes très investi dans la formation, parce que demain, vous envisagerez par exemple de travailler vraiment dans la communication, dans les médias, pour les sapeurs-pompiers, ou travailler dans la formation. Est-ce que ce sont des reconversions Ça pourrait être internes tout à fait, qui sont possibles? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres métiers de reconversion. Complètement, là, c'est plus ce qu'on appelle chez nous la première partie de carrière, qui nous met sur le terrain pendant entre 8 et 10 ans. Et ensuite, on va passer des examens, des concours potentiellement, qui vont nous permettre d'accéder à notre seconde partie de carrière. Et là, c'est complètement envisageable d'aller dans ce bureau communication. C'est quelque chose qui m'attire aussi. Donc oui, complètement, retourner à ce que j'ai pu apprendre, à ce que j'ai fait, retourner aux sources. Voilà, donc complètement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions des on a étudiants? fait le tour des questions. Écoutez, merci beaucoup Alexis, parce que c'est une parenthèse aussi dans la découverte de ce que peuvent faire nos alumni, des différents métiers, de l'engagement qui était là vraiment ce qui a dominé aussi. Donc Alexis, merci encore. Merci aux étudiants pour leurs questions. On va se retrouver tout à l'heure en compagnie de Christophe Deloire, qui est chez Reporters sans frontières. Et ce sera fait avec Christelle, notre responsable communication. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite.